Oui, voilà. Bien, mais bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à l'Université d'été. C'est quand même agréable de voir que vous n'êtes pas seulement une photo sur un fond d'écran, mais que vous existez en chair et en os. Donc nous reprenons en présentiel, mais aussi nous reprenons quand même sous les normes Covid. Donc le port du masque est obligatoire dans l'auditoire. Sauf lorsque vous intervenez pour poser une question et sauf évidemment les orateurs quand ils prennent la parole. Et vous devez vous asseoir, comme on vous l'a dit, là où il y a des tablettes préparées. Pourquoi? Parce que ça détermine les espacements et parce que entre chaque conférence, tout ça sera désinfecté. Donc voilà, on vivra avec le Covid comme d'habitude. Alors, je m'appelle moi Philippe Rousseau, certains me connaissent, je suis membre de la coordination juridique d'Amnesty et j'ai aujourd'hui à mes côtés les deux orateurs invités à ce colloque. D'une part, dans leur ordre d'intervention, Christophe Dubois, qui est professeur de sociologie à l'Université de Liège et qui s'est intéressé particulièrement à la place de la technologie dans le travail juridique et judiciaire. Et d'autre part, Alexia Jonker, qui, elle, fait partie de l'Institut national de criminologie et de criminalistique et qui est responsable de la direction opérationnelle criminologie et qui s'est intéressée à l'informatisation, notamment des maisons de justice, mais aussi du judiciaire ou de la justice de manière plus générale. Alors, nous allons essayer de respecter le timing. C'est mon boulot. Bon, voilà, je suis désolé. Je devrais à la fois vous faire respecter les normes Covid, vous faire respecter le timing. Bon, mais on est un peu là pour ça. Il y aura donc trois parties. Olivier Dubois va intervenir, puis nous aurons un petit question-réponse entre Alexia et Jonker et moi. Et puis, on passera la parole à la salle. Et donc, là, on pourra entamer le débat. Alors, ne perdons pas plus de temps. Je passe tout de suite la parole à Christophe Dubois. Voilà, merci. Ça va mieux comme ça. Bonjour à toutes et à tous. Alors, vous parlez aujourd'hui de managérialisation, de digitalisation de la justice. C'est à Paris un peu risqué parce qu'en une demi-heure, on a peu de temps pour faire le tour de la question. Alors, je prendrai seulement trois aspects de cette grande question. Et ces trois aspects vont un peu structurer le plan. D'abord, quand on parle de managérialisation et de digitalisation, souvent on parle aussi de modernisation. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ce terme de modernisation ici, qui est entouré de guillemets, modernisation de la justice? Deuxièmement, lorsqu'on parle de digitalisation de la justice, on parle beaucoup de open law aujourd'hui. C'est un mouvement assez important au niveau mondial. Et dans open, on parle d'ouverture. Donc, est-ce qu'il y a une ouverture de la justice aujourd'hui? Ça réfère aussi à toute la question de l'accès au droit. Et puis, troisièmement, quand on parle de justice et numérique, quand on les observe, en tout cas, les initiatives de digitalisation de la justice, et quand on les vit, si on est un professionnel du droit et de la justice, on se pose plusieurs questions, notamment relatives à l'état de droit. Et donc, j'essaierai de conclure par quelques considérations relatives à cette question. Alors, tout d'abord, managérialisation, digitalisation, modernisation de la justice. Alors avant que je commence mes études de sociologie à l'Université de Liège, j'avais été marqué par l'affaire Dutroux et en 96, la Marche Blanche. Je pense que j'appartiens à une génération qui a été fortement marquée par, par ces événements et puis par les commissions parlementaires, l'affaire médiatique, les mobilisations citoyennes qui ont permis de s'attaquer quelque part à des dysfonctionnements, à ce qu'on a appelé la crise de la justice, etc. Et quand je suis rentré à l'université, je me doutais bien peu que mes professeurs allaient m'entraîner quelques années plus tard dans des travaux qui allaient essayer de comprendre ce qu'on appelait le nouveau management judiciaire. En tout cas, c'est, pour aller très vite, c'est l'introduction d'une idéologie, d'une doctrine managériale qui avait cours dans les entreprises privées, et on les a en quelque sorte transférées au secteur public, au secteur judiciaire notamment, avec des outils, avec des dispositifs de mesure, etc. J'y reviendrai. Mais donc en 2008, on a beaucoup travaillé avec mes collègues sur cette question de nouveau management judiciaire. Et puis plus récemment,
en 2018-19 et puis les 2 dernières années, on s'est tourné vers une autre facette de cette managérialisation, modernisation. Et là, on ne le voit pas parce que c'est écrit trop petit, mais on avait notamment édité avec mon collègue Frédéric Schounars un numéro spécial de la revue Droit et Société en 2019 qui portait sur la digitalisation du droit. Et on posait la question révolution ou évolution. Alors, pour revenir d'abord à la managérialisation à partir du début des années 2000, le nouveau management public qui était de plus en plus utilisé par les réformateurs de l'administration publique, a permis de diffuser toutes sortes d'outils, de mesures, d'évaluation, de management dans les administrations publiques et en particulier au niveau de la justice. Alors ici, j'ai repris simplement un exemple de carte stratégique qui a commencé à sortir à partir des années 2006 sous cette forme-là. Et puis, pendant une dizaine d'années, ces cartes stratégiques sont restées assez stables. Et donc, vous voyez ici l'occurrence de notions telles que client, processus, moyen, innovation, c'est-à-dire que les magistrats, les juges, les greffiers qui jusque-là travaillaient avec des dossiers, avec un savoir juridique, ont progressivement dû intégrer toutes sortes de préoccupations managériales. Alors quand je dis greffier, magistrat et juge, ce n'est pas tous, mais surtout les chefs de corps. Mais en principe, cette idéologie et ces instruments de management ont percolé à peu près sur toutes les couches de l'organisation judiciaire, policière, carcérale aussi. Alors dans ces cartes stratégiques, on voit des tas de notions qui jusque-là n'avaient pas encore vraiment cours dans le monde judiciaire et qui renvoient à de nouvelles préoccupations, notamment pour les clients. Il faut aller vite, donc il faut essayer de répondre le plus vite possible à leurs demandes. Alors c'est pas parce qu'on dit et qu'on structure de nouveaux types de discours managériaux que les pratiques changent. C'est pas parce qu'on dit il faut répondre plus vite à la demande des clients qu'on va répondre plus vite, effectivement. Mais en tout cas, on le dit, on le martèle, on le répète. Même chose, on va surveiller les processus. Donc il y a tout un travail de contrôle, de création d'une structure transparence, processus organisationnel transparent qui arrive. On fait attention au budget, des budgets qui commencent à se rétrécir, il y a des moyens de moins en moins importants. Et puis on parle beaucoup, et là on parle depuis plus de 20 ans, de change management. Alors ça sonne bien, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement, le change management, surtout lorsque vos moyens de travail sont de plus en plus réduits. Et puis on parle beaucoup de transparence, de monitoring. L'organisation doit être gérée de manière rationnelle, efficace, efficiente, transparente. Tout cela sous-entendu pour augmenter la confiance du citoyen dans la justice, confiance qu'il aurait perdue, et on va faire attention aussi aux sources électroniques de données. Et donc on considère de plus en plus la justice comme une organisation, comme toute organisation économique, productive, avec des inputs, des outputs, et entre les deux, on va considérer toutes les données qui transitent, et pour les tracer, pour les gérer, pour les collecter, les stocker, les analyser, on va essayer de tracer toutes les données de manière électronique. Alors on voit aussi dans la justice de nouvelles préoccupations, des plans de management comme celui-ci, 2013-2019, mais il y en a eu bien d'autres avant, il y en aura bien d'autres après, des contrats d'administration. Et qu'est-ce qu'on trouve dans ces contrats d'administration? On trouve certains objectifs de simplification administrative, notamment de réduction soit de ressources humaines, soit de ressources administratives. On va essayer de rationaliser tout cela, de mesurer de plus en plus les stocks de ressources, que ce soit des ressources économiques, financières, humaines, juridiques, électroniques, etc. Et on va créer des tas d'indicateurs pour se rassurer, pour communiquer sur la bonne gestion des ressources au sein de l'institution judiciaire. Et ces KPI, Key Performance Indicators, vous voyez la formule savante, que je ne vais pas vous expliquer ici parce que j'en serais bien incapable, mais on se dit que si gérer une juridiction lorsqu'on est magistrat ou lorsqu'on est greffier consiste notamment à produire des indicateurs de performance construit de manière aussi savante sur le plan mathématique, probablement qu'il y a un glissement en termes des compétences attendues de ces professionnels. Et donc, à tout le monde, on peut se poser des questions. Et puis, on voit aussi, chez le Collège des présidents, une volonté
de digitalisation plus poussée, à la fois des processus de production. De nouveau, processus de production, ça veut dire que pour produire un jugement, on joue avec des ressources financières, humaines, électroniques, informatiques, etc. Et il va falloir les gérer de manière plus efficace. L'objectif, c'est bien de gagner en efficience. Et donc voilà, ici encore de nouveaux indicateurs de performance. Et donc de plus en plus, le travail des chefs de juridiction dans un premier temps, mais aussi de toutes les équipes, de tous les groupes de travail qui composent les juridictions, va s'apparenter notamment à produire des documents qui permettent de rendre compte de la bonne gestion des juridictions, de la bonne gestion des moyens qui par ailleurs sont de plus en plus rares. Et pour rendre compte de ce bon travail de bonne gestion, on s'appuie évidemment beaucoup aussi sur des outils informatiques. Il faut des traitements de texte, il va falloir des logiciels et puis surtout des tas de données à collecter dans des tableurs, etc. Alors, à petit instant, on pourrait se poser la question de savoir qu'est-ce que cela veut dire moderniser. Alors, moderniser, ce que l'on voit ici, c'est que moderniser consiste à produire de plus en plus d'outils de mesure, des outils d'évaluation, des outils de communication, parce que ça va être très important aussi de communiquer à la fois en interne, entre les différentes entités ou sous-entités organisationnelles, mais communiquer aussi vis-à-vis de l'extérieur. Si vous regardez aujourd'hui les sites des juridictions, par exemple le tribunal de travail de Liège, communique les bonnes décisions. Alors qu'est-ce qu'une bonne décision? C'est une décision qui peut être intéressante pour les personnes qui visitent le site. Mais des tas de juridictions font un peu de la même manière, procèdent de la même manière, on communique, on établit des plans stratégiques, on devient expert en procédure, on définit des procédures, on produit des indicateurs, on les utilise pour mesurer, pour produire des rapports, on commande des logiciels et parfois aussi on produit des logiciels maison pour essayer de systématiser la communication au sein de juridictions. Et donc ça rend compte d'une première chose, moderniser, c'est pour l'observateur externe, par exemple pour le sociologue, c'est prolifération d'outils, qui s'accompagne souvent d'un deuxième élément, réduction de moyens. De moins en moins de moyens matériels, on le sait, on vient d'entendre il y a quelques mois le ministre de la Justice qui faisait beaucoup de bruit autour des nouveaux ordinateurs qui ont été livrés aux greffiers, aux magistrats de notre institution judiciaire. Ça veut dire que ces outils arrivaient après X années de demandes répétées et donc après X années de sous-équipement. Mais donc réduction de moyens matériels, humains, budgétaires, temporels, on a aussi de moins en moins de temps pour faire un nombre de tâches de plus en plus important. Et puis surtout, on va beaucoup annoncer des contrôles accrus si on écrit des rapports, si on fait des comptes rendus, si on évalue. En principe, c'est parce qu'on suscite une attente de contrôle derrière. Alors ce contrôle n'est pas toujours effectif et c'est peut-être encore presque plus pervers pour les professionnels qui ont l'impression d'être contrôlés mais sans trop bien savoir sur quoi, comment, à quelle fréquence et avec quels effets. Et donc les questions qui se posent pour les professionnels de la justice, mais aussi pour les observateurs extérieurs, qu'ils soient sociologues, citoyens, criminologues, la question c'est dans quel but est-ce qu'on modernise? Pourquoi moderniser? À quelle fin? Quelle est la finalité? Si c'est juste réduire la défiance des citoyens vis-à-vis de l'institution, c'est un objectif noble, mais qui ne peut pas être un objectif en soi. C'est un objectif pour créer quelque chose de plus. Mais quel est l'objectif final et quel sens cela a-t-il? Les professionnels du droit de la justice sont souvent très désorientés et vous voyez, perdent quelque part le sens de leur travail, de leur mission. Alors un autre indicateur de modernisation, ce sont les sites internet. Et ici, vous voyez le portail, une capture d'écran du portail du SPF Justice faite il y a 2-3 jours. Alors on remarque plein de choses sur cette capture d'écran, juste quelques-unes. Mais d'abord, moderniser, c'est communiquer. Donc ici, un nouveau logo. C'est le logo de notre institution judiciaire. On dirait un logo de shérif Playmobil, mais c'est un vrai logo du SPF Justice, c'est l'authentique. Puis on promet des services en ligne. Alors là, plein de promesses, génial. Peut-être que j'ai un dossier électronique si je souhaite régler une affaire en justice. Mais non, là, il y a beaucoup de promesses et en général, si on regarde un tout petit peu derrière, si on clique sur certains onglets, on va voir que les promesses, en fait, elles sont rarement à la hauteur de nos attentes. Par exemple, recherche dans la jurisprudence. Cela nous envoie sur un portail qui n'est pas super bien pensé d'un point de vue architectural.
mais qui surtout nous donne accès à moins de 0,5% de la jurisprudence. Et donc, voilà, comment peut-on faire pour rechercher dans la jurisprudence si en fait cette jurisprudence, elle n'est que disponible à un niveau homéopathique microscopique. Alors, deuxième temps de mon exposé, accès à la formation juridique, justement. Si on recherche de la formation juridique, on peut dire qu'on pose là la question de l'accès au droit. Le droit, c'est essentiellement de la formation juridique. Et la formation juridique, d'abord, c'est la législation, ensuite, c'est la jurisprudence, et puis c'est la doctrine. Alors, si on regarde la législation, on a un accès vraiment très bon aux textes de loi qui sortent. Le Moniteur, c'est un site vraiment qui marche bien. Alors, si vous êtes chercheur et ou si vous êtes un peu passionné de data, vous allez constater que le site du Moniteur, il n'est pas conçu pour qu'on puisse faire des recherches très intelligentes sur les données. Et donc là, il y a heureusement des initiatives citoyennes qui copient quelque part le site du Moniteur, mais vous avez notamment un site qui s'appelle etamb, etaamb.be, et qui permet de vous donner les données législatives de manière propre, donc utilisable parce qu'aujourd'hui les usages en matière de big data sont souvent un peu plus poussés. Deuxièmement, accès partiel et gratuit à moins de 1% de la jurisprudence. Là, j'étais optimiste au moment où j'écrivais ces dias. Il y a 2 ans, on était à moins 0,5% de jurisprudence accessible de manière ouverte. Et il faut bien reconnaître que malheureusement, chaque année, il y a à peu près 1 million de décisions et d'avis qui sont rendus par nos institutions judiciaires, mais qu'on est très très loin d'en digitaliser ou d'en numériser, ne serait-ce même que 0,5%. Donc cet écart ne cesse d'augmenter avec le temps. Et ces données, de nouveau, elles sont disponibles sur un portail qui s'appelle JPortal. Je vous invite à vous rendre sur ce portail. C'est un portail qui est aussi assez bien fait, mais avec énormément de limites. La même limite concernant la propreté et la manipulation possible des données, leur analyse possible vaut comme pour le site du Moniteur. Et puis, ensuite, surtout, le droit, c'est quand même un accès à la doctrine. Et la doctrine, c'est des tas de jugements, d'arrêts qui sont rendus et puis qui sont publiés et analysés par des collègues juristes des facultés de droit, mais aussi par des avocats, par des magistrats qui publient dans ces revues. Et on constate qu'en Belgique, pays petit mais ô combien complexe, avec 3 langues nationales et puis aussi des décisions qui sont rendues en anglais, donc on pourrait dire 4 langues, il y a plus de 400 revues spécialisées dans lesquelles sont publiées certaines des décisions de justice. Donc on a là un émiettement et un accès qui n'est pas forcément très ouvert et très facile. L'accès à ces revues, il est payant, il coûte super cher et il faut être étudiant ou membre d'une administration bien abonnée à ces revues pour pouvoir y accéder. Alors, heureusement, depuis 2019, le 16 mai, il y a eu une loi qui visait à réformer l'article 149 de la Constitution. Alors cet article 149, c'est essentiellement 2 choses. D'une part, c'est dans les tribunaux, les jugements ne sont plus prononcés oralement en intégralité, donc le juge ne va en énoncer oralement qu'une petite partie, le motif, et puis surtout, on va pouvoir accéder au jugement, aux décisions, à travers les outils modernes, avec des guillemets, donc via Internet. Et pour cela, il faut une base de données centralisée. Et donc, comme on a des tas de juridictions dans notre petit pays, l'idée, c'est d'avoir une base de données centralisée, publique, accessible, gratuitement à tous les citoyens qui voudraient prendre connaissance de l'évolution du droit, puisque le droit, en fait, c'est comme l'eau of love, c'est jamais le même au cours de la même journée, il ne cesse d'évoluer. Et donc cette loi qui devait d'abord entrer en vigueur le 1er septembre 2020 a été déjà reportée une première fois, et puis une deuxième fois au 1er septembre 2021, maintenant 1er septembre 2022. Et donc lorsque vous rencontrez le management du SPF Justice ou des chefs de juridiction, aujourd'hui ils sont assez préoccupés par une question: comment va-t-on faire pour permettre l'entrée en vigueur de cette révision? Alors, une base de données ouverte et accessible, ça pose des tas de questions. Ici, j'en reprends uniquement 3 pour mesurer la taille de cette réforme. Alors d'abord, ça pose la question de l'infrastructure informatique. Et quand on voit déjà les limites
de plateformes qui existent comme Juportal ou le Moniteur belge. Ici, on a un degré de complexité bien plus important, avec des tas de décisions qui doivent rentrer tous les jours, mais qui doivent être en format propre, qui doivent pouvoir être consultées potentiellement en texte, en PDF, en Word, etc. Comment va-t-on faire en sachant qu'on est à un niveau de numérisation de notre jurisprudence qui est infinitésimal? Donc comment faire pour demain commencer à rendre accessibles toutes les décisions de justice? Deuxièmement, vous connaissez tous le RGPD, et donc publier des décisions de justice pose des questions de protection de l'identité des personnes et de la vie privée. Donc comment va-t-on anonymiser, pseudonymiser? Grande et énorme question. Troisième question importante aussi, c'est quelle va être la stratégie de digitalisation de toutes les décisions passées. Actuellement, on peut trouver des tas de décisions assez récentes en ligne, mais il se pose la question de savoir les décisions de 1950, 1960, etc., comment faire pour les digitaliser. Et là, c'est un autre travail d'archivage numérique, un autre projet qui doit être pensé. Actuellement, les personnes qui sont censées mettre en œuvre cette réforme, que ce soit au niveau du ministère, de l'administration ou du Collège des cours et tribunaux, communiquent très peu sur la manière de travailler, sur les méthodes. Et donc, on est en droit de se poser la question de savoir s'il y a bien un pilote dans l'avion de la réforme et surtout si il est prêt à apprendre à piloter. Alors, il y a des tas de questions qui se posent, aussi bien politiques que pratiques. Mais au niveau pratique, il y a des tas d'initiatives qui voient le jour. Et donc là, je vous présente en une minute Open Justice. C'est une initiative citoyenne avec des juristes, avec des codeurs, avec des sociologues, avec des citoyens lambda, des mathématiciens, etc., qui a vu le jour il y a 2 ans en se disant, voilà, cette nouvelle base de données, plutôt que de se poser des questions politiques, philosophiques, fondamentales, auxquelles on ne trouvera certainement jamais de réponse. Comment pseudonymiser, quelle infrastructure? Les questions que j'ai soulevées avant, elles sont potentiellement sans fin. On va proposer des réponses concrètes. Il y a moyen d'agir concrètement. Et donc, 2 réponses concrètes. Premièrement, la jurisprudence est éparpillée, émiettée sur le web. Et donc ici, on a une plateforme qui s'appelle Omdat, parce que c'est possible de le faire. Et on a là un agrégateur de jurisprudence qui permet de rendre disponible dans un format propre, texte, PDF ou Word, toutes les décisions disponibles. Il y a pour le moment à peu près 230 000 décisions qui sont regroupées. Mais pour permettre aux professionnels du droit de déposer eux-mêmes des décisions qu'ils auraient en leur possession à travers leur réseau, Internet, d'échanges de mailing list, etc., on a créé un outil qui s'appelle Outils et qui permet de déposer, donc de charger, pas seulement de télécharger, mais aussi de charger des décisions en les anonymisant avec un outil de pseudonymisation qui fonctionne vraiment très bien. Et on a donc là donné les moyens à n'importe quel citoyen ou professionnel du droit, chercheur, association, parce que les associations, elles ont vraiment aussi besoin de jurisprudence, d'enrichir la base de données à disposition de tous dans des formats ouverts. Et donc, loin des questions politiques de mise en œuvre, il y a des solutions pratiques vraiment qui existent. Alors, troisième temps, et c'est par là que je clôturerai cet exposé. J'en profite pour m'excuser parce que je parle souvent très vite et j'imagine que ça va être fatigant un samedi matin de m'écouter parler. Mes étudiants, ils le font toute la semaine, mais le samedi matin, ça doit être encore beaucoup plus compliqué et je n'arrive pas à parler moins vite. Alors, justice et numérique. Aujourd'hui, il n'y a plus de travail judiciaire ou même de travail juridique qui se fasse en dehors d'une infrastructure numérique. Les décisions, elles sont rédigées dans des traitements de texte, elles sont communiquées à travers des échanges mails, on y intègre des pièces qui sont souvent scannées, on les construit, on les rédige en faisant de la recherche textuelle, soit dans des documents qui sont stockés sur un disque dur, soit disponibles sur Internet, soit dans des revues avec un accès payant où on essaye de contourner les accès payants quand on n'a pas payé. Et donc, la justice et le droit, c'est devenu un travail qui ne peut plus se passer d'une infrastructure numérique. Mais comme des tas d'autres activités, moi comme chercheur ou comme enseignant, je ne peux pas non plus me passer d'un ordinateur. Et donc,
on a besoin d'ordinateurs, d'outils de communication, des boîtes mail, des plateformes, des systèmes de partage, de stockage, de cloud, etc. Des outils de recherche, d'analyse, de rédaction. Et donc les données judiciaires, la jurisprudence, mais même la loi, le moniteur n'existe, enfin, il y a encore une version papier, mais on est trop nombreux pour aller tous la consulter en même temps chaque jour. Et donc le droit, que ce soit la loi, la jurisprudence et même la doctrine, n'existe plus que dans, par et avec cette infrastructure numérique. Alors, prendre conscience de ça, de cette existence du droit et de la justice dans, par et avec le numérique, c'est une prise de conscience qui peut... Enfin voilà, on pourrait fermer les yeux et méditer pendant 1 heure sur cette phrase-là, mais c'est lourd de conséquences, quoi. C'est vraiment très très lourd de conséquences pour organiser notre institution judiciaire. Et du coup, actuellement, ce qu'on voit, c'est que toute cette infrastructure, elle dépend en grande partie de solutions privées qui sont détenues par des sociétés privées sur lesquelles transitent nos données, qui peut-être stockent la jurisprudence au lieu de permettre à nos tribunaux ou au minimum à notre SPF Justice de le faire. Et donc on a beaucoup de solutions privées, rarement publiques, d'échange, de stockage, de gestion, d'utilisation, de sécurisation, etc. Et donc là, on voit très bien derrière ces solutions privées, ces partenariats privés-publics, toute la concrétisation, toutes les performances du nouveau management public, mais aussi des philosophies et des discours qui nous incitent à rationaliser, à réduire les moyens, la voilure de nos institutions publiques et à plutôt passer par des partenaires privés. Et ça pose un gros problème, en tout cas une grande question en termes de respect de la règle de droit. Parce que la règle de droit, la dépendance de notre état de droit, la survie de notre état de droit, elle requiert que cette infrastructure numérique soit gérée par les tribunaux. Qui produit le droit? Qui produit la jurisprudence? Ce sont les juges. Et si les juges produisent des textes qui vont être hébergés dans des consortiums parfois européens, mais quand même de plus en plus souvent américains, ça pose une question pour la dépendance de nos tribunaux et de notre justice. Et cette question, elle serait la même si c'était le gouvernement ou le parquet ou l'administration ou les barreaux qui hébergeaient, stockaient, nous permettaient de faire des recherches dans ce texte, puisque le droit, c'est quand même essentiellement de l'information juridique. Donc ça pose une grande menace aujourd'hui. Enfin, cette menace, elle est déjà là depuis 10 ans, mais on a du mal à la voir, et lorsqu'on la voit, on a du mal à garder les yeux ouverts. Une grande question sur la séparation des pouvoirs. La séparation des pouvoirs, c'est quand même le contrôle, la balance des contrôles réciproques. Et donc, voilà, on pourrait longuement discuter de cela, mais on n'a pas trop le temps. Et donc, je conclurai simplement avec ces 3 points. D'abord, les données judiciaires et la jurisprudence aujourd'hui donc existent bien dans, par et avec une infrastructure qui n'est plus juste une infrastructure juridique, mais qui est une infrastructure juridico-technique. Sans la technique, il n'y a plus de droit. Et donc, on doit repenser aujourd'hui le droit dans sa matérialité. Deuxièmement, la gestion de cette infrastructure, elle doit être confiée aux tribunaux. Il n'y a pas d'hésitation là-dessus si on veut préserver notre état de droit, la séparation des pouvoirs. Et pourtant, on est loin du compte. Et puis, troisièmement, pour garantir non seulement les principes de l'état de droit, mais aussi du procès équitable, qu'est-ce qu'on fait si un client est défendu, si une partie est défendue par un avocat qui a un gros abonnement à plat de moteurs de recherche avec l'intelligence artificielle, etc., face à un client qui a un petit avocat qui n'a pas les moyens d'accéder à toutes ces données. Donc le procès équitable, la dépendance et l'impartialité du juge sont aussi mises en question, puisque les juges travaillent aussi en étant équipés. Il y a ce même équipement juridico-technique. Voilà, merci pour votre attention, et je cède la parole à Alexia. Bon, voilà, pendant qu'on traite les micros, vous voyez, nous sommes soumis à des normes
Je voudrais d'abord remercier Christophe parce qu'en tant que juriste, d'habitude, quand les sociologues prennent la parole, je ne comprends rien. Cette fois-ci, j'ai l'impression d'avoir quand même suivi. Donc, merci pour cette première partie. Et alors, redescendons un petit peu, je vais d'ailleurs partir en partie de ce que Christophe vient de nous dire. Redescendons un peu sur le terrain, c'est vrai que quand on parle informatisation de la justice, on voit évidemment le magistrat avec ses dossiers, ses ordinateurs et compagnie. Mais comme Christophe l'a dit, il y a derrière ces magistrats énormément d'emplois. La justice, c'est plus que les magistrats. Et cette évolution de l'informatisation percole évidemment sur tous les emplois. Alors peut-être, Alexia, que tu pourrais nous parler un peu plus de ce personnel de la justice, que ce soit derrière les juges ou à côté des juges. Je pense aussi à tous les services sociaux qui doivent collaborer avec la justice. Oui, d'abord, merci pour cette invitation. Et effectivement, moi, je vais vous parler du personnel qui est un peu dans l'ombre. Et je vais vous inviter, pour commencer, peut-être à prendre quelques secondes pour réfléchir. Mais tiens, quelle image vous vient à l'esprit si je vous parle de justice? Qu'est-ce qui représente, selon vous, la justice? Alors, peut-être que c'est la grande dame avec sa glaive qui vous est apparue, ou bien c'est la balance, ou bien, comme moi, c'est peut-être le palais de justice de Bruxelles avec ses marches qu'il faut gravir pour accéder à cet imposant édifice. Ce sont peut-être les juges sur leur estrade ou bien les avocats en toge noire. En tout cas, je fais l'hypothèse que votre esprit ne vous a pas conduit dans les sous-sols des palais de justice, dans les couloirs, là où s'entassent les dossiers, et ces couloirs sont souvent bien encombrés de multiples dossiers. Là où des copistes passent leur journée dans des locaux sans fenêtres, à peine éclairés, à photocopier les dossiers, à les scanner, à leur attribuer un code barre. Là où des messagers passent toute leur journée au sous-sol des palais de justice à porter les dossiers dans les bureaux, dans les arrière-salles des salles d'audience. Je viens de parler de copistes, de messagers. En fait, ce sont des titres officieux que les sans-titres s'octroient. Parce qu'un magistrat, on l'identifie clairement. On est président de la Cour de cassation, on est président du tribunal du travail, on est juge de paix. Mais le personnel administratif, souvent, il n'a pas de titre. Or, dans l'ordre judiciaire, les magistrats, c'est un quart de l'ordre judiciaire, c'est 24% de l'ordre judiciaire. Le reste, ce sont des greffiers, des secrétaires et du personnel administratif. Et on ne l'octroie pas d'autres titres. Donc ces 100 titres, ils s'octroient le titre de messager, de copiste, pour justement avoir une certaine reconnaissance au travail. Entre eux, ils sont identifiés, on sait ce qu'on fait. Mais le grand public, comme vous et moi, si on n'est pas descendu dans les sous-sols des palais de justice, on ne se rend pas compte qu'il y a là une série de personnes qui travaillent et qui font aussi œuvre de justice. Et donc c'est un peu de ces personnes-là dont j'avais envie de vous parler. Pour moi, ce sont des acteurs de l'ombre, parce qu'ils sont dans l'ombre des magistrats, qui sont des figures emblématiques du procès pénal, évidemment, mais derrière eux, il y a une série de personnes. Alors, dans l'ombre des palais de justice, il y a également les maisons de justice. Ce sont deux institutions différentes qui font partie de la grande famille de l'administration de la justice. En fait, les maisons de justice ont été créées à la fin des années 1990. On voulait qu'il soit plus facile de franchir la porte d'une maison de justice plutôt que de gravir les marches d'un palais de justice. Alors, qui travaillent dans les maisons de justice? En fait, on y a rassemblé des travailleurs sociaux qui étaient jusque-là un peu éparpillés au sein de l'administration de la justice. Plus concrètement, on a scindé deux grandes entités, ce qu'on appelle l'intramuros, tous ceux qui travaillent au sein des prisons, de l'extramuros, tous les travailleurs sociaux qui accompagnent les justiciables qui sont laissés en liberté, mais qui sont quand même placés sous main de justice. De nouveau, pour vous donner quelques chiffres, l'ordre judiciaire, c'est plus ou moins 10 000 personnes en Belgique qui travaillent au sein de l'ordre judiciaire, donc un quart de magistrats, 3/4 de personnel administratif. L'administration pénitentiaire, toutes les prisons, c'est plus ou moins 8 000 personnes et on a plus ou moins 1 500 assistants de justice qui travaillent au sein des maisons de justice. Alors les assistants de justice, donc des travailleurs sociaux, ils accompagnent par exemple des personnes qui sont libérées de façon conditionnelle, ou bien des personnes qui peuvent rester à domicile dans une famille, mais qui sont sous surveillance électronique, ou bien des personnes condamnées à une peine de travail ou à une mesure probatoire. Donc des personnes qui sont laissées dans leur milieu de vie, mais qui font l'objet d'un contrôle, d'une guidance de la part de travailleurs sociaux.
Donc, on a bien distingué le pénitentiaire des assistants de justice. Alors, pour vous dire aussi, les assistants de justice, ils travaillent toujours sous mandat. Ce n'est pas du travail social qui se fait en toute liberté, je dirais. Ils ont toujours un mandat, c'est-à-dire des instructions données par un juge, un tribunal ou une prison, et les assistants de justice font rapport. C'est pour ça qu'on parle d'un travail social sous mandat. Jusqu'à peu, aussi bien au niveau du personnel administratif au sein de la justice que des assistants de justice, en fait, on ne savait pas trop bien ce que faisaient ces gens. C'est quand même incroyable de se dire qu'il y a une dizaine d'années, en 2011 plus exactement, donc il y a juste 10 ans, on avait institué une commission de modernisation de l'ordre judiciaire. Et la première tâche qu'a fait cette commission de modernisation, c'est d'aller dans les palais de justice pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils font tous ces gens qui travaillent au sein des services administratifs, pour simplement avoir déjà une description des fonctions. Et en fait, quand ils ont fait leur enquête, ils se sont aperçus, par exemple, qu'il y avait un énormément recoupement des tâches. On avait, par exemple, des greffiers qui faisaient des tâches qu'on croyait être faites par des magistrats. Et effectivement, je vais vous parler de l'informatisation, je vais vous y venir, ce sont des éléments de contexte, mais on s'est rendu compte que, notamment sous le joug de l'informatisation, une série de tâches traditionnellement dévolues aux magistrats sont de plus en plus assurées par les greffiers, par exemple. Et donc, il y a à peine 10 ans, mais il y a un peu plus longtemps pour les maisons de justice, elles ont été précurseurs, on a simplement d'abord essayé de comprendre, mais quelles sont les tâches de ce personnel de l'ombre de la justice ? Alors, on a essayé de redéfinir les fonctions dans ce mouvement de rationalisation de l'administration, comme en a parlé Christophe. Il y a eu tout un mouvement de modernisation des administrations publiques qui a commencé au niveau européen dans les années 70, qui est venu bien plus tard en Belgique. On se souvient des crises, effectivement, fin des années 90, Christophe l'a souligné. Affaire judiciaire retentissante qui a bouleversé l'institution judiciaire, mais on avait aussi la crise de la dioxine, pour ceux qui s'en souviennent, fin des années 90, et c'est à ce moment-là qu'on a voulu remoderniser les administrations, et en fait, c'est ce qui a conduit indirectement aussi à la création des maisons de justice. On a essayé de rassembler les travailleurs sociaux au sein d'une même administration. Alors, avant de venir à l'informatisation, encore quelques éléments de contexte par rapport à ces travailleurs sociaux. Je vous disais qu'avant, ils étaient un peu éclatés dans le champ pénal. On les a rassemblés dans les maisons de justice pour leur donner déjà un même titre. Ils sont devenus tous assistants de justice. Avant, on avait des agents de probation, des assistants sociaux, etc. Maintenant, on a des assistants de justice. Et ce qu'on a voulu faire aussi, c'est réguler leurs pratiques. En fait, les travailleurs sociaux en justice faisaient très peu l'objet d'une régulation de leurs tâches. Ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient. C'est pas tout à fait vrai, évidemment, je caricature, mais on n'avait pas du tout d'homogénéisation des pratiques. Et c'est ce qu'on a voulu faire. On a voulu rationaliser, homogénéiser les pratiques, les uniformiser au nom d'un principe d'égalité entre les justiciables. Il ne fallait pas que, par exemple, un libéré conditionnel qui ne se présentait pas à une convocation d'un assistant de justice à Arlon, que dès la première absence, cet assistant de justice envoie un rapport au magistrat en demandant une sanction pour non-présentation, tandis qu'ailleurs, à Anvers, j'invente, mais au nord et au sud du pays, qu'on là, on attendait par exemple 3 rappels avant de faire un signalement. Donc vous voyez aussi qu'on avait tellement des pratiques différenciées qu'à un moment donné, on s'est dit, au nom de l'égalité des justiciables, il faudrait uniformiser les pratiques. Au nom donc cette égalité. Mais ça veut donc dire qu'on a dû définir toutes les tâches faites par les assistants de justice, par ces travailleurs. Ça a conduit aussi à une parcellisation de l'activité. Il a fallu dire, par exemple, on fait un premier entretien, ou ça à la maison de justice ou au domicile. Et puis après le premier entretien, qu'est-ce qu'on dit aux justiciables? Et donc il y a des instructions de travail qui sont apparues avec, par exemple, des checklists. Lors du premier entretien, il faut communiquer telle ou telle information. Donc on a listé une série d'activités. C'était évidemment très confortable pour les travailleurs, notamment pour les jeunes travailleurs qui entraient dans la profession. Pour les anciens, ça n'a pas été toujours bien vu, parce qu'il y avait une habitude dans le travail social, il y avait des pratiques qui s'étaient installées, et donc on n'a pas vu d'un très bon œil ces nouvelles instructions de travail arriver. Mais dans le contexte de la modernisation et de cette volonté de rationaliser l'action de la justice, pour les nouveaux travailleurs qui se sont vus remettre cette checklist de comment est-ce qu'il faut faire quand on reçoit une personne sous surveillance électronique, c'était quand même très sécurisant.
Sécurisant pour les travailleurs, sécurisant pour les magistrats, puisque les travailleurs sociaux en justice ont quand même toujours suscité la méfiance de la magistrature qui se demandait un peu mais qu'est-ce qu'ils font avec les libérés conditionnels, etc. Et donc on a voulu assurer la prévisibilité de l'intervention sociale. Alors c'est ici que la notion de client dont tu as parlé est vraiment intéressante parce qu'un travailleur social avant son client, c'était pas le vocabulaire en usage, mais maintenant on parle de client. Son client c'était le justiciable dans une relation duale, un face-à-face avec une personne qui avait besoin d'aide. Maintenant avec cette volonté d'assurer une prévisibilité de l'intervention sociale pour les magistrats, est-ce que les clients de l'intervention sociale en justice ne sont pas devenus les magistrats? Les assistants de justice, ils sont fort attentifs parce qu'ils ont toujours privilégié ce qu'on appelle le triangle relationnel, c'est-à-dire ils estiment qu'ils doivent être à égale distance entre leurs clients et leurs mandataires, donc les magistrats qui leur donnent mandat ou les directions de prison, etc. Mais on va voir qu'avec les règles de management, de la managérisation et avec l'informatisation, peut-être que ce triangle relationnel s'aplatit un petit peu et que les assistants de justice, maintenant, les travailleurs sociaux sont peut-être un peu plus près de leurs mandataires, les magistrats, plutôt que de leurs clients. En tout cas, c'est une question qui peut être débattue. Mais donc, avec cette uniformisation de l'intervention sociale, on a voulu travailler à sa prévisibilité. Mais aussi, on a voulu aussi monitorer l'intervention sociale, la mesurer pour calculer la charge de travail des travailleurs sociaux. Et ça a été ça a été tout à fait bénéfique pour les travailleurs sociaux parce que c'est sans doute la profession au sein de l'administration générale qui a connu une extension de moyens assez importante. On a vu justement que leur charge de travail était juste dingue, début des années 2000. Et donc, ça leur a permis d'obtenir aussi des moyens supplémentaires. C'est dans ce contexte-là qu'on a vu arriver sur les bureaux des travailleurs sociaux des ordinateurs. Quand je dis sur les bureaux, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que quand j'ai fait des observations dans les maisons de justice au moment où les informatisait, j'ai vu en fait sur les armoires, sur le haut des armoires, il y avait plein d'ordinateurs, et je leur demandais, mais qu'est-ce que ça fait là, les ordinateurs? En fait, c'est juste qu'ils n'étaient pas compatibles. Les bandes passantes n'étaient pas suffisantes, puisque les maisons de justice étaient donc séparées des palais de justice, et bien souvent, les outils informatiques dont on les avait dotés n'étaient pas compatibles avec l'installation. Après un petit temps, les ordinateurs sont bien venus s'installer sur les bureaux des assistants de justice, aux côtés de leur pile de dossiers. Alors concrètement, comment ça se passe? Imaginons qu'un tribunal condamne quelqu'un à une peine de travail. Le dossier est envoyé en maison de justice. Un assistant administratif encode toutes les données du justiciable et toutes les données judiciaires. Et puis, il encode dans le système informatique, à telle date, il transfère le dossier à l'assistant de justice. L'assistant de justice qui le reçoit, eh bien, il doit dire, ben voilà, dans le système informatique, à telle date, j'ai envoyé une lettre au justiciable pour le convoquer. À telle date, j'ai eu un entretien avec le justiciable. Tiens, il y a un coup de téléphone. Alors ça, c'est marrant. On voit les assistants de justice qui ont le cornet du téléphone près de leurs oreilles. Et en même temps, ils tapent dans le système informatique, appel téléphonique de l'avocat de monsieur un tel pour demander telle ou telle information, etc. Tout est enregistré dans le système informatique. Ça a été une révolution pour les travailleurs sociaux, c'est qu'ils devaient tout enregistrer. Et parallèlement à ça, dès que c'est enregistré, évidemment, l'information est accessible en tout point du réseau, avec des systèmes d'accès, etc. Mais théoriquement, un assistant justice de Arlon peut savoir qu'est-ce qu'a fait il y a 24 heures son collègue à Anvers, ce qui permet effectivement d'assurer la continuité des interventions. Donc, ce que je veux vous bien mettre en évidence ici, c'est chaque fois les mises en tension du travail social en raison de la modernisation de ce travail et en raison de son informatisation, avec la manière dont c'est venu peut-être cristalliser d'anciennes tensions, par exemple le secret professionnel. Mais ce n'est pas l'informatique qui a reposé la question du secret professionnel. Avant, il y avait des dossiers papier qui étaient dans une armoire. Le collègue, il pouvait tout autant aller ouvrir l'armoire. Mais simplement, l'informatique fait repenser autrement ces règles, par exemple, du secret professionnel, parce que théoriquement, eh bien, à partir du moment où on encode, et ils doivent encoder, toute l'information est disponible. Et donc, on a assisté à une évolution pour des travailleurs sociaux. On est passé du dossier papier, qui était individualisé, qui était polymorphe, puisque chaque travailleur faisait un peu ce qu'il voulait, qui était centré sur l'individu. Donc, on est passé de ce dossier papier à un dossier informatisé, tout à fait standardisé et qui était plus centré sur l'intervention, c'est-à-dire sur rendre compte de tout ce qui a été fait par l'assistant en justice pour un justiciable donné.
Je peux confirmer, pour l'avoir vécu, que ça a été une étape relativement difficile dans les maisons de justice de faire accepter cette informatisation à un personnel majoritairement, évidemment, personnel social, qui voyait d'abord le contact, la relation avec le justiciable, plutôt que la nécessité d'informatiser. Alors peut-être que tu pourrais revenir, Alexis, un peu sur vraiment quelles sont les conséquences de cette informatisation sur le contenu du travail, parce que c'est ça qui inquiétait les assistants de justice. Et la deuxième inquiétude, et ça Christophe en avait déjà parlé tout à l'heure, c'est qu'on veut surveiller les processus, mais c'est le travailleur qui se sent surveillé, évidemment. C'est pas le processus. On a beau lui dire oui, on surveille les processus, les gens se sentent contrôlés dans leur travail, et bon, c'est parfois difficile à vivre. Oui, effectivement. Alors peut-être souligner quand même que l'informatisation, elle a été voulue par les travailleurs au début. Ce sont les travailleurs eux-mêmes qui ont commencé à utiliser, par exemple, avec Word, chaque fois qu'ils devaient faire une convocation, plutôt que la retaper à chaque fois, ils ont commencé à eux-mêmes produire certains documents. Et donc, il y a eu la logique d'uniformisation, de se dire, c'est quand même pas top que chacun fasse un peu ce qu'il veut. On a voulu tout uniformiser. Mais c'est juste pour montrer que l'informatique a d'abord été perçue comme un outil, et ça reste, je pense, un outil pour la majorité d'entre eux. Mais c'est évidemment une contrainte, puisque toute l'activité doit être enregistrée dans le système informatique, avec évidemment toutes les applications. Donc par exemple, le calcul des frais de déplacement n'est calculé que par l'outil informatique. Ça encourage les travailleurs à encoder bien tous leurs déplacements, évidemment. Mais aussi, si un justiciable est accusé d'un vol, par exemple, il peut très bien dire, mais enfin ce jour-là, je vais être avec l'assistant justice. On va vérifier dans le système informatique si l'activité a bien été encodée. Donc, c'est un outil qui peut aider le travail, mais c'est une contrainte qui pèse sur le travailleur avec une responsabilité d'un bon encodage. Alors, ça, évidemment, l'outil a des effets cadrans de par la structuration du travail qu'il induit, mais ce cadrage, comme je l'ai dit, a des effets rassurants pour le travailleur, puisque une fois qu'on a bien tout enregistré, c'est bon, on a fait son job. Et certains disent, en fait, c'est très bien, j'enregistre tout, je suis couvert. C'est la logique d'immunité qu'on trouve quand même beaucoup dans la justice, parce qu'en cas d'incident, si on a malheureusement une fusillade demain, un travailleur social qui a vu l'intéressé pourra dire « mais j'ai fait tout ce qu'il fallait ». Et certains travailleurs nous disent « voilà, moi, je me sens très en sécurité, j'enregistre tout ce qu'il faut dans le système informatique et après je commence mon travail social ». Mais ça renvoie aux marges de manœuvre que s'autorisent ou non les travailleurs. Je prends un exemple. Si dans les instructions de travail, il est dit qu'il faut un entretien à domicile, que se passe-t-il si le travailleur social se dit « moi j'ai quand même des craintes pour monsieur, j'y retournerai bien ». S'il décide d'y retourner, il n'y a aucun champ d'enregistrement qui est prévu pour rendre compte de cette deuxième visite à domicile. Alors certains, c'est ça les effets de cadrage de l'outil informatique, certains vont s'en tenir à ce que l'outil prévoit et ne faire que strictement ce que l'outil prévoit. Et on voit là que l'agir professionnel est guidé par les règles du système informatique ou du management. D'autres vont dire « je m'en fous, moi au nom de mon travail social, j'estime que c'est important d'y aller, peu m'importe les instructions de travail qui leur laissent cette liberté. Côté instructions de travail, ils ont vraiment la liberté de faire ce qu'ils entendent de faire. Mais pour certains, ils préfèrent se laisser guider par l'outil informatique. D'autres, c'est ce qu'on appelle l'éthos professionnel. C'est leur conception des règles de l'art du métier. Et ils assument le fait que de temps en temps, ils mettent l'outil à distance. Donc, il y a quand même une incertitude qui est induite par l'outil informatique, mais qui peut être récupérée par les travailleurs pour se dire, au fait, moi, l'outil informatique logique immunitaire, il me permet de prouver que j'ai bien fait mon job et ça ne m'empêche pas sur le côté de faire autre chose. Alors j'en viens peut-être à cette question de surveillance des travailleurs parce qu'elle est quand même récurrente. On sait à quelle heure j'ouvre mon ordinateur, on sait ce que j'ai fait, il y a on. Alors, je ne sais pas si vous avez en tête le panoptique de Bentham, pour ceux qui le connaissent. C'était une prison novatrice qui avait été imaginée où on mettait un surveillant dans une tour, par exemple, un surveillant au centre, et puis on avait toutes des cellules tout autour avec des petites lumières, des petites fenêtres qui laissaient passer la lumière. Et en fait, le surveillant au centre voyait très bien grâce aux petites fenêtres où étaient les prisonniers, mais les prisonniers, par l'effet d'ombre et de lumière, ne voyaient pas le surveillant au centre, et donc ne savait même pas s'il y avait un surveillant au centre. Et c'est un peu des effets induits par l'informatisation. C'est la logique de la domination, c'est l'imaginaire d'un contrôle. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vérifie à quelle heure j'ai ouvert mon ordinateur.
Peut-être qu'on sait que quelqu'un va vérifier tout ce que j'ai fait. Et donc cet imaginaire du contrôle produit un autocontrôle des travailleurs. C'est ce qu'on appelle l'effet de la domination. Donc c'est un risque potentiel auquel il faut être conscient quand on informatise le travail, notamment le travail social. Maintenant, l'outil informatique a aussi des effets de vérification. En fait, il y a des indicateurs de performance. On peut calculer par travailleur ou par maison de justice. Par exemple, quel est le pourcentage de dossiers, de rapports qu'il a rendus à l'heure. C'est quelque chose qui se fait couramment. Le matin, alors pour attribuer les dossiers, en fait, la direction d'une maison de justice ouvre l'ordinateur. Il y a une application, c'est en rouge tous les assistants de justice dont la charge de travail est blindée, et puis en vert, c'est tous ceux à qui on peut encore mettre des dossiers. Maintenant, c'est un outil. Donc certains directeurs me disent, moi je prends le café le matin avec mes travailleurs et je vois bien qu'il est en surcharge ou pas. D'autres préfèrent s'en référer à l'outil au nom d'une prétendue objectivation. Ceci étant, je vous ai montré l'exemple du travailleur qui préfère faire une deuxième visite à domicile, mais dont il ne pourra pas rendre compte informatiquement. Donc, cette opération de vérification par l'outil, elle comporte des zones d'ombre, puisqu'on peut aussi soit enregistrer sous un autre champ ce qu'on ne peut pas enregistrer dans les libellés strictement prévus, soit on n'enregistre pas son activité. Donc, à nouveau, l'outil contraint le travail. Il rassure les jeunes travailleurs, je pense. Il y a vraiment un effet de génération de travail par rapport à l'informatisation. Il faut savoir aussi que les formations au travail social sont données bien après, quand elles sont données, que les formations à l'outil informatique. Dès qu'un nouveau travailleur, un jeune de 25 ans, arrive en maison de justice, on lui présente, tiens, c'est ton bureau, et voilà CIPAR, qui est le système informatique. Et on lui explique d'emblée comment encoder avec les règles d'encodage. Et puis, il s'inscrit à des formations sur le travail social, à des formations sur l'éthique, sur la déontologie, mais les pratiques de travail, elles sont déjà prises. Et donc, voilà, je veux aussi vous montrer les effets qui ne sont pas souvent pensés de l'informatisation. On n'y pense pas souvent à ces effets-là sur le travailleur, mais pourtant, ces effets sont réels. Et je voudrais peut-être en terminer par 3 évolutions majeures, pour moi, de l'informatisation du travail social. J'en ai parlé en encouragement à réduire les interventions à ce qui est informatiquement enregistrable. Il faut savoir que l'outil informatique, évidemment, c'est du pré-formatage. On a pensé avant l'outil informatique. Et par exemple, quand on a introduit la surveillance électronique, l'outil n'était pas du tout adapté pour la surveillance électronique. Pour la petite histoire, l'outil informatique du travail social en justice, il vient du secteur de la grande distribution. Et ils ont pris un logiciel informatique qui était utilisé pour les hôpitaux, donc il n'avait rien à voir. Donc le système n'est pas toujours adéquat. Deuxième risque, c'est que l'outil induit une perception réduite du justiciable, puisque la première chose que doit faire le travail social, c'est encoder les données relatives au justiciable, mais sur base toujours de ces variables préétablies. Et donc l'approche systémique qui caractérise le travail social, qui est aussi d'attendre le face-à-face avec une personne pour l'appréhender dans sa globalité, n'est plus possible en raison de l'encodage qui doit être fait dans le système informatique. Et alors, troisième évolution, pour moi, c'est un appauvrissement des écrits professionnels, puisque l'outil informatique produit de manière automatisée des rapports qui sont envoyés aux autorités mandantes. Donc, si vous avez bien encodé rencontre avec telle personne, l'intéressé dit avoir respecté ses conditions, contact téléphonique, etc., vous appuyez sur une touche, F8, j'invente pour le coup, mais l'outil informatique produit un rapport standardisé. Le travailleur peut modifier le rapport, mais il n'y est guère encouragé. Et moi, quand j'analyse les rapports produits, on voit qu'il y a quand même un certain appauvrissement des informations qui sont contenues dedans. Mais les travailleurs sociaux s'en défendent, ils disent tant mieux parce que je ne vais pas au-delà du mandat judiciaire. Je respecte la vie privée du justiciable. Donc à chaque fois, il faut essayer de voir le pour et le contre. C'est vrai qu'il y a un appauvrissement, peut-être moins d'informations qui sont données aux magistrats, mais au nom du principe de non-substitution, de responsabilisation du justiciable, l'assistant de justice va le guider dans le respect des conditions judiciaires sans s'immiscer outre mesure dans sa vie privée. Voilà en quelques mots. Alors, il nous reste 5 minutes. Je vais poser une dernière question. Bon, on va être réaliste, on ne va pas faire marche arrière sur l'informatisation. Ça, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais Christophe nous l'a déjà dit tout à l'heure, il n'y a pas de droit sans informatisation de nos jours. Il a posé la question de séparation des pouvoirs, mais quels sont les points sur lesquels on doit être vigilant dans cette informatisation ?
Oui, je pense effectivement que l'informatisation est inéluctable, c'est un outil. Et bien justement, c'est peut-être le premier point de vigilance, c'est remettre le travail au centre des débats et remettre l'outil informatique à sa place, ce n'est qu'un outil. Et donc, il faut pouvoir le dire, c'est un outil dont s'approprie ou non le travailleur. J'aime bien le terme accommodation. Le travailleur peut s'accommoder à l'outil, c'est-à-dire faire bon gré, mal gré son travail en fonction des usages imposés de l'outil. Mais le travailleur peut aussi accommoder l'outil, c'est-à-dire manipuler l'outil, le transformer pour qu'il soit réellement soutenable au niveau de son travail. Donc je pense que c'est important de remettre le travail au centre, mais c'est aussi de pouvoir accorder aux travailleurs des temps d'échange sur les évolutions du travail social. Ça, c'est vraiment essentiel, de pouvoir réfléchir ensemble, collectivement, sur ce que le travail devient et qu'est-ce que devient le travail informatisé. D'avoir ces moments de réflexion collective, ça fait travailler l'éthos professionnel aussi, ces valeurs communes aux travailleurs, je pense que c'est important. Alors moi, j'ai vraiment aussi un grand point d'attention, c'est de dire attention à la multiplicité des usages des outils, des finalités données aux outils. Moi, j'ai toujours dit que je mettais au défi l'administration des maisons de justice de me lister de manière exhaustive toutes les finalités de l'outil informatique actuellement. Je pense que personne ne le sait. Personne ne le sait, notamment avec les projets pilotés. Ça vaut pour toute l'administration de la justice. On n'arrête pas, pour un même outil informatique, de leur donner d'autres usages. Je vous prends un exemple tout simple. Avant, un travailleur social, quand il travaillait dans un dossier, et par exemple, monsieur était réincarcéré, il suspendait le dossier dans l'outil informatique parce qu'il ne pouvait plus travailler. Monsieur étant incarcéré, il ne pouvait plus le voir, donc très logiquement, il suspendait le dossier. À partir du moment où on a calculé la charge de travail, sur base de l'outil informatique, il n'y a eu plus aucun dossier suspendu. Du jour au lendemain, les dossiers suspendus avaient disparu. Et en fait, chaque fois qu'on ajoute une finalité, on vient évidemment bouleverser les usages de l'outil et certaines finalités sont incompatibles. Et donc, je pense que ça, il faudrait vraiment être attentif à ça. Alors, autre point d'attention, pour moi, c'est la transparence. Un outil informatique, il est opaque, par définition. Et il faut le rendre transparent. Il faut que les informaticiens et les futurs utilisateurs de l'outil travaillent ensemble pour voir qu'est-ce qui est techniquement possible, mais qu'est-ce qui est professionnellement souhaitable et qu'est-ce qui est déontologiquement soutenable aussi. C'est vraiment les trois questions. On peut tout faire à des outils informatiques, mais il faut une transparence sur qu'est-ce que fait faire l'outil informatique et qu'est-ce qu'on a besoin. Je pense que ça, c'est important. Et quatrième point d'attention, ça rejoint des points que dont mon collègue a parlé. Moi, je parle des outils informatiques, il y a une obsolescence programmée, ça, on le sait tous. Et les outils informatiques doivent sans cesse être adaptés. Mais à partir du moment où la justice n'a cessé de privatiser la construction des outils informatiques, ils ont signé leur arrêt de mort, parce que chaque fois qu'il faut adapter l'outil au travail, ce sont ce qu'on appelle des change requests qui coûtent très cher. Et donc, ils ne le font pas. Et donc, l'outil n'est pas adapté au travail. Et donc, on bricole. C'est vraiment le royaume du bricolage. Avec aussi la grosse question, c'est que régulièrement les outils tombent en panne. Moi, j'ai déjà vu des salles d'attente de maisons de justice avec plein de gens, et puis on leur a dit, écoutez, rentrez chez vous, le système informatique est en panne. On ne sait pas qui vient, pourquoi. Donc, il y a vraiment cette question de l'obsolescence des outils et de la pauvreté du personnel au sein de l'administration de la justice qui est compétent. Au niveau de l'outil informatique de gestion des établissements pénitentiaires, jusqu'à peu, il y a une seule personne qui savait comment utiliser l'outil pour calculer les durées de détention. Une seule personne. Évidemment, quand cette personne était malade, mais c'est la vie de 10 000 détenus, 12 000 détenus, je pense, actuellement en prison. 55 000 à 60 000 personnes actuellement aujourd'hui suivies par les maisons de justice. Donc, quand tout repose sur l'outil informatique, il y a un problème. Et donc, il faut reposer le travail au cœur des débats. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais arrêter là. Bien, maintenant à vous la parole. Est-ce qu'il y a des questions? On circule avec ces micros-ci. Et allumer celui-là alors. Ouais. Bon, alors on va faire comme ça. Donc vous levez la main, on ira près de vous avec un micro et on répond 1, 2, oui. à partir du micro de la table. J'ai allumé celui-ci. S'il y a des questions, on va vous amener les micros dans la salle.
Vous m'entendez? Ouais. Vous parliez tantôt d'impression de contrôle sur justement les travailleurs sociaux, mais j'ai du mal à comprendre parce que vous avez fait que de nous dire qu'il y avait des problèmes de personnel, qu'il n'y avait pas forcément de temps, justement déjà pour gérer les dossiers et suivre les demandes des justiciables. Donc j'arrive pas trop à comprendre le contrôle serait fait par qui et dans quelle intention. C'est quoi l'objectif? C'est de sanctionner le travailleur administratif ou de... Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui m'échappe par rapport à cette crainte-là. Vous m'entendez? Alors, je comprends votre questionnement parce que j'ai eu le même. Donc, moi, ici, je parlais du travail en maison de justice sur base d'une thèse de doctorat, en fait, que j'ai fait sur l'informatisation du travail social en justice, où j'ai observé les travailleurs avant que l'informatique vienne et puis au moment de leur informatisation, et puis je suis retournée 2 ans après, où j'ai pu voir la routinisation de l'activité, où l'informatique ne posait plus de problème. C'est eux qui m'ont parlé du contrôle au moment où on les a obligés à utiliser un système informatique. Donc, pour le travail social en justice, sur mandat, ils sont obligés de tout encoder. Donc là, ils n'ont pas le choix. Et effectivement, ça leur prend beaucoup de temps. Au début, on espérait que ça allait leur faire gagner du temps, puisque pour toutes les convocations, etc., c'était préenregistré. Mais au final, le travail d'encodage au début prenait du temps. Et ces travailleurs, c'est eux qui m'ont parlé du contrôle, en disant, mais on est contrôlé, on doit tout enregistrer, on sait qui fait quoi, etc. Et quand je leur ai demandé de me donner des exemples de contrôle, ils n'ont pas pu m'en donner. Effectivement, on n'utilisait pas l'outil informatique en termes de contrôle. Il y a eu un cas spécifique dans une situation dramatique d'une affaire judiciaire, une fusillade, etc., où là, la ministre de la Justice a voulu savoir, tiens, quand est-ce que le travailleur social avait vu le justiciable pour la dernière fois? Et là, l'outil informatique permet de dire, ben voilà, monsieur avait été vu à telle date, etc. Donc, il y a eu un cas, je dirais, isolé, où potentiellement l'outil peut être utilisé. Mais donc, c'est pour ça que c'est moi qui parle d'imaginaire du contrôle. Parce qu'au moment de l'informatisation, il n'arrêtait pas de parler de contrôle de l'activité, mais il ne savait pas me donner un exemple de contrôle. Et c'est là que moi, je réfléchis et de me dire, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un effet d'autocontrôle qui s'installe, que les assistants de justice, pensant que peut-être on surveille leur activité à travers cet outil informatique, eh bien, veillent à bien rentrer dans les cordes, veillent à bien faire tout ce qu'on leur demande de faire. Et ça, par contre, ça a été documenté. Effectivement, ils respectent bien les instructions de travail. Ceux qui refusaient l'outil informatique sont pas restés en maison de justice, c'était juste pas possible, ils sont partis. Alors, beaucoup d'entre eux, et notamment dans les assistants de justice qui étaient plus expérimentés, ils ont pu tout à fait relativiser l'usage de l'outil, et la majorité des directions les ont laissés faire du moment que le travail était fait. Voilà, il y a d'autres, dans d'autres lieux, ben là on était peut-être plus à cheval sur le fait que l'outil est bien complété ou pas, sachant qu'une des conséquences importantes, c'est que comme tout avait bien été enregistré, on a engagé beaucoup plus de travailleurs sociaux, parce qu'on a vu que les charges de travail explosaient. Et donc, je pense que c'est entre 60 et 120 dossiers qui doivent suivre, mais en fonction des différentes missions. Et donc, ça a permis un engagement massif de travailleurs sociaux. Donc, ils ont été encouragés à encoder. Donc, voilà, le contrôle, pour moi, effectivement, il est... il existe, hein, j'ai parlé d'histoire d'un justiciable qui effectivement s'était vu reprocher des infractions, a pu justifier le fait qu'il n'avait rien fait parce qu'effectivement le système informatique confirmait ceci, cela. Donc il y a quelques cas, mais globalement je ne pense pas qu'il y ait un contrôle qui soit coercitif, qui soit exercé. Mais il y a une surveillance, est-ce qu'ils font bien les choses, hein? Il y a des indicateurs de performance. Effectivement, le pourcentage de rapports rendus dans les temps, ça, la direction de la maison de justice et même la direction centrale peut dire, ben voilà, dans telle maison de justice, on a autant de pourcentage de rapports rendus dans les temps, autant d'entretiens qui sont bien faits dans les X jours. On sait qu'il y a des retards endémiques en termes de peine de travail. Normalement, elles doivent être exécutées dans l'année de la condamnation. Il y a des endroits où c'est juste pas possible parce que les dossiers arrivent trop tard, etc. Donc ça permet une mise en transparence de l'action du travail social qui est sans doute indispensable pour des aspects managériaux. Et si je peux compléter aussi à un autre niveau, au niveau managérial, il y a un vrai contrôle sur l'utilisation des moyens. Les chefs de juridiction, qui sont quand même des magistrats qui ont déjà une certaine carrière en général derrière eux,
du jour au lendemain, ils sont mis dans la position de vos enfants. Si vous donnez à vos enfants une enveloppe mensuelle de, je ne sais pas moi, de 50 euros, ben voilà, vous avez 50 euros pour faire ce que vous voulez sur un mois, mais chaque fois que vous allez utiliser le moindre cent, vous devrez rendre compte de l'utilisation des moyens, et en même temps, vous devrez convaincre les personnes qui sont concernées par ces moyens de la bonne utilisation de ces moyens-là. Donc là, il y a quand même un contrôle managérial. Au niveau managérial, c'est là qu'il faut distinguer petit à petit les deux dimensions. Il y a une dimension professionnelle, la manière dont on remplit son travail, et puis il y a la gestion des moyens. Et comme ces moyens sont de moins en moins importants, le contrôle sur leur bonne utilisation est de plus en plus important, et même il est a priori, parce qu'avant d'avoir les moyens, vous allez devoir rentrer un plan de management, un plan stratégique avec voilà, toutes sortes d'identifications de priorités, et puis vous devrez ventiler comme ça le peu de moyens que vous aurez, ou la quantité de moyens, l'étaler dans le temps, et puis rendre des comptes systématiquement. J'ai une question. Un grand merci pour les exposés. Alors moi, je ne suis pas du tout dans le monde de la justice. Je suis un ingénieur en informatique dans une grande ONG humanitaire internationale. Et donc j'ai une question assez peut-être naïve, mais en pratique, pragmatiquement, quelles sont les grandes choses qui pourraient améliorer de manière importante le fonctionnement de la justice informatisée? Est-ce qu'on ne peut pas prendre exemple sur d'autres pays qui sont plus avancés sur nous, qui ont des bonnes expériences, et donc simplement pas réinventer la roue, regarder les meilleurs exemples? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à voir à l'extérieur et pas simplement rester dans le cadre belgo-belge, s'ouvrir sur le monde et voir ce qui se passe ailleurs et essayer de l'appliquer chez nous? Voilà, merci. Mais d'abord, on peut regarder chez nous ce qui se passe. On a beaucoup de juridictions, et beaucoup de juridictions très contrastées les unes par rapport aux autres. Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer et pourquoi? Donc il faut d'abord revenir sur la finalité. À mon sens, dans un État démocratique, c'est important de connaître le droit. Enfin, nul n'est censé ignorer la loi. Mais cette loi, elle évolue au jour le jour. C'est tout le travail parlementaire, législatif, etc. Et puis la jurisprudence ne fait que complexifier l'état du droit. Et donc, pour bien connaître le droit, nous, on a besoin d'avocats rendus capables de bien faire leur travail, mais aussi de juristes bien formés, etc. Et donc, aujourd'hui, le droit est devenu tellement complexe qu'il est hyper spécialisé. Donc, par exemple, en droit administratif, la Belgique est assez pionnière et même un excellent exemple en matière d'accès au droit. Donc aujourd'hui, vous pouvez accéder à n'importe quel avis ou décision rendue par le Conseil d'État. Tout cela est en open access. Alors, justement, cet exemple-là, moi, je le trouve super intéressant pour deux raisons. Tout d'abord, comme Alexia le disait, on est dans un pays où on aime bricoler, donc on a toujours trop peu de moyens. Et donc, au Conseil d'État, il n'y avait pas véritablement d'informaticiens. Très difficile de recruter de bons profils. Parce que c'est très compliqué de recruter ce type de profil. Les informaticiens, malheureusement, ont très peu d'accès à une carrière dans la fonction publique, parce que vous savez qu'on a beaucoup contractualisé, on a du mal à augmenter les cadres. Dans ces cadres, il faut le dire aussi, il y a parfois des personnes qui occupent le cadre en ayant des sacs à dos de jours de congé, maladie, etc. C'est compliqué à gérer cette organisation. Et donc là, à certains moments, il y a eu des personnes très compétentes qui sont venues, mais qui n'ont pas pu s'inscrire dans une carrière. Malgré tout, leur attachement professionnel, leur ethos, leur a permis de développer certaines choses. Et donc le Conseil d'État, c'est essentiellement deux outils, réflexes et juridiques, qui vous permettent de consulter la jurisprudence, développer de manière libre, donc en open access, le tout gratuitement par un passionné d'informatique. Alors ce passionné, ne pouvant faire carrière, il est parti voir ailleurs. Et donc voir ailleurs, c'est notamment chez Betagov. Il travaille, donc directement, c'est le Premier ministre en France, et c'est une structure qui est vraiment très moderne de digitalisation de l'administration. Donc lui, il travaille là-bas.
Et depuis 5 ans à peu près, le Conseil d'État a beaucoup de mal et recourt à ce même informaticien avec des petits contrats de consultance pour réparer les petits bugs qui arrivent au jour le jour. Et fatigué de demander, parce que le Conseil d'État c'est le ministre de l'Intérieur, donc le ministère de la Justice est loin d'être optimal en matière d'informatisation, mais au niveau de l'Intérieur, le Conseil d'État c'est une entité marginale, et donc voilà, n'obtenant pas des cadres ou les ressources pour avoir les compétences humaines en interne, le Conseil d'État vient de vendre son âme à Microsoft, qui proposait une belle solution Azure avec un beau consultant. Et ça, on l'observe un peu partout. Moi, je vais à l'université de Liège, on vient de vendre aussi notre âme à Microsoft, parce que Microsoft proposait Office 365 pour les étudiants. C'est un beau produit d'appel. En plus, Teams, c'est pas mal. Et c'est pas cher au début. Et puis, petit à petit, la situation de monopole ou d'oligopole, mais là, c'est quasiment du monopole, fait qu'à un moment donné, oui, les prix augmentent. Et ça, c'est notre administration, la bonne administration, à très court terme. On pourrait... c'est vrai, conserver des personnes très compétentes, mais voilà, aller faire comprendre parfois même dans une institution comme la justice qu'un très bon informaticien va avoir un contrat plus intéressant qu'un très bon juriste. C'est une révolution culturelle, voilà, du côté des juristes, mais aussi du côté des informaticiens. Mais au niveau des autres pays, est-ce qu'il n'y a pas vous parliez de la France? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont plus avancés et qui pourraient nous montrer la voie? Alors, tout cela, on parle d'open, vraiment c'est open law. Barack Obama, en arrivant à la présidence des États-Unis, avait ce slogan d'open government. Donc c'est quelque chose d'encore assez nouveau, et donc rendre les données administratives publiques accessibles à tous les citoyens, c'est quelque chose qui fait vraiment débat. Donc, moi, c'est surtout par rapport à cela que je pense, mais on pourrait prendre plein d'autres chantiers d'informatisation, de digitalisation, de modernisation. Mais donc, la France, par exemple, depuis ce mois de septembre 2021, fait entrer en application la loi qui contraint la Cour de cassation et le Conseil d'État à publier leurs décisions de manière ouverte, accessible et gratuite. Et nous, quelque part, le Conseil d'État le fait et la Cour de cassation le font déjà aussi. La Cour constitutionnelle, pardon, le font déjà depuis très longtemps. Donc moi je pense qu'au contraire, la Belgique est assez pionnière sur certains créneaux. La Suisse est en train d'envisager pour le moment un grand programme de numérisation et d'accès aux droits, parce qu'on se rend compte aujourd'hui, mais on a des collègues brillants dans les facultés d'information et de communication qui disent cela depuis déjà 20 ans, mais le droit c'est de l'information à communiquer. Donc comment communiquer l'information juridique, c'est une question que les gouvernements commencent à découvrir aussi avec cette philosophie d'open law qui se base notamment sur plusieurs constats qui sont très forts, mais c'est le coût marginal nul de l'information communiquée. Une fois qu'on a une infrastructure pour communiquer une bonne information, on va pouvoir communiquer toutes les autres informations, il faut juste maintenir. Et en même temps, tout cela demande des moyens, à la fois pour concevoir, développer, et surtout le coût caché, c'est la maintenance du système. Mais là, on a besoin évidemment de personnes compétentes. Je pense que les compétences sont là, enfin on les observe. Et ce qu'on a pu faire dans le cadre de l'ASBL Open Justice, c'est avec toutes sortes de citoyens, mais qui ont des profils extrêmement divers, quelques geeks, mais ils sont pas les plus nombreux. On a réussi à monter un moteur d'anonymisation ou pseudonymisation en 2 mois, là où nos collègues de l'université de Gand travaillent sur le même projet depuis 2016, mais avec un degré de perfection attendu tel qui rend impossible toute démonstration. Il y aura une question là, oui. Oui, je voulais juste vous demander, que pensez-vous du fonctionnement de la base de données nationale, d'un point de vue informatique? Merci. Mais j'aurais du mal à répondre à votre question, parce que déjà, je n'en suis pas un grand utilisateur, contrairement à Juportal ou au Moniteur belge, etc. Donc, j'aurais peur de ne pas être
très précis, mais j'ai l'impression en tout cas qu'aujourd'hui, si on devait, enfin c'est tout ce que je peux dire, mais je pense qu'aujourd'hui, vu les moyens technologiques, et notamment, moi j'ai l'impression, mais alors c'est un avis qui est loin d'être partagé par tous les experts, mais que le libre permet de perfectionner énormément tous les systèmes publics que l'on a, dont on dispose. Le logiciel libre, oui. Parce qu'il a l'avantage vraiment de s'appuyer sur une communauté internationale de personnes. Et bon, voilà, mais nos gouvernements et nos administrations ne sont pas prêtes à tenter le pari. Alors, il y avait deux questions encore tout au-dessus, et puis madame après, et puis on devra terminer. Oui, tout au-dessus. Ah, oui, ça va. Et l'autre est où, votre question, c'est? Alors, il y a madame et il y a un jeune homme. Levez un peu la main, c'est que voilà, il y a encore deux. Merci. Juste pour attirer l'attention sur un aspect qui est l'audience. J'ai participé à une audience en ligne devant la Cour EFTA, pas de problème. Mais il y a des justiciables, je pense aux personnes très pauvres, où il y a des décisions très importantes pour elles en matière de placement des enfants dans des institutions qui ont beaucoup de difficultés à participer à ces audiences. Il y a eu un article en ce sens dans la revue Carmonde de témoignage d'une mère qui n'a pas pu se défendre. Et puis les enfants ont été placés. Voilà, merci. Je peux prendre une deuxième question. Bonjour, merci beaucoup pour vos exposés qui étaient très intéressants. Ici, suite à ce que vous avez dit, voilà, je suis très étonnée que l'administration de la justice fonctionne maintenant avec des KPI, parce qu'on dirait vraiment qu'en fait la justice est gérée comme une société. Je trouve que le management, voilà, au sein d'une société privée qui doit générer du profit, ben, effectivement, c'est vraiment un très bon outil qui donne des indicateurs qui permettent de mesurer. Mais ici, à partir du moment où on considère le justiciable comme un simple client, j'ai vraiment l'impression, voilà, que la justice, qui est censée être humaine, il y a vraiment un danger de déshumanisation totale de la relation, même que les travailleurs sociaux doivent entretenir, alors du coup, avec les justiciables, parce que s'ils ne font que cocher des checklists, bah, je veux dire, on peut en effet se dire qu'ils vont s'en tenir au strict minimum. Et voilà, ils ont, c'est vrai, leur liberté alors de faire une visite supplémentaire, mais qui ne sera pas rendue compte. Donc c'est quand même une perte d'estime par rapport à leur travail, en plus d'avoir l'effet Big Brother partout autour de nous. Le fait aussi maintenant qu'on internationalise tout en vendant nos âmes comme ça à Microsoft, alors des grosses fortunes qui sont, on va dire, quand même détenues voilà, par des grosses fortunes qui sont politisées quand même dans un certain sens. Et alors du coup, je me dis, risque de déshumanisation, risque aussi de perte de la dépendance de la justice. Et je me demande voilà, s'il y a des actions en ce sens-là qui sont menées, qui peut faire remonter ces risques-là, et si éventuellement il y a quelque chose qui est prévu pour remédier à ça, parce que franchement, moi je suis étudiante ici en première master droit, ça me fait vraiment peur, parce que je me dis, vers où va-t-on en fait? Et donc voilà. C'est celui-là. En fait, je pense que ça a eu des effets bénéfiques. Moi, ce dont je vous ai parlé, c'est effectivement de la managérisation et de l'informatisation du travail social en justice tel que j'ai pu l'observer. Mais heureusement, les travailleurs sociaux en justice ont un esprit critique fortement prononcé. Et je pense que l'effet bénéfique, c'est qu'ils ont pu renforcer leur identité professionnelle à la suite de toute cette histoire-là, parce que ça les a fait réfléchir, parce que ça les a mis au travail. Et du coup, je pense qu'ils s'en sont ressortis beaucoup plus consolidés en termes d'identité professionnelle, de reconnaissance professionnelle. Il y a une vingtaine d'années, je pense qu'ils étaient un peu perdus au sein de l'administration pénitentiaire ou de l'ordre judiciaire. Maintenant, alors c'est vrai qu'il y a eu la communautarisation, c'est-à-dire qu'on les a fait, les maisons de justice ne travaillent plus au sein de l'administration fédérale de la justice, ils ont été communautarisés et dépendent des communautés, ce qui leur a permis encore de renforcer leur identité professionnelle. Et on le voit beaucoup dans les affaires de suivi
suivi dans le contexte du terrorisme ou de la déradicalisation, ils sont devenus des partenaires incontournables dans le suivi de cette population-là, avec la reconnaissance de la spécificité de leurs règles d'intervention. Et donc, je trouve ça intéressant que quand des travailleurs peuvent se saisir des questions qui affectent leur identité professionnelle, des questions relatives à l'évolution de leur métier, des mises en tension justement de leur identité par rapport à des nouveaux outils ou contraintes telles que le management, etc., il peut en sortir des choses bénéfiques, mais évidemment, il faut qu'ils soient encouragés à le faire. Ça a été le cas parce que la direction des maisons de justice a été très attentive justement à leur donner cet espace critique de mise en discussion. Et ils ont toujours accepté que des chercheurs, sociologues, criminologues puissent... Les maisons de justice, ils ont toujours dit c'est ouvert, vous pouvez venir voir ce qu'on fait. Et ils ne demandaient pas mieux que d'accueillir des chercheurs pour justement avoir un reflet de leur pratique. Donc c'est une administration qui a toujours été transparente à ce niveau-là. Donc moi, je ne suis pas nécessairement négative sur l'évolution parce que je pense que tout le monde y est attentif. Peut-être juste pour refaire le lien avec la question de monsieur, je pense qu'il faut distinguer deux choses. C'est l'accessibilité des données qui sont anonymisées et puis les données qui concernent les populations individualisées. Les maisons de justice, les travailleurs sociaux, ils gèrent des populations délinquantes et on voit de nouveau dans le contexte du terrorisme l'échange des données a pris une dimension tout à fait importante. Et ces travailleurs sociaux, ils ont dû acquérir des nouvelles compétences en termes de gestion de l'information, puisque maintenant, ils peuvent recevoir des informations de la Sûreté de l'État ou de l'OCAM, etc., voire des services de police. Et on voit du côté policier comme quoi, justement, l'enregistrement des données est très faiblement régulé, et donc on a vu réapparaître des outils d'enregistrement de police locale, mais avec un manque de coordination qui fait peur, justement, parce que là, les échanges de données ne sont pas spécifiquement encadrés. Donc juste pour vous dire qu'il y a toujours des nouveaux défis. Là, les travailleurs sociaux, pour moi, le nouveau défi, c'est qu'ils doivent participer à la gestion de l'information et à l'échange d'informations. Mais si justement ils ont des espaces de discussion et de réflexion critique au niveau de l'évolution de leur métier, eh bien, on construit ensemble, je pense. Et alors juste pour rebondir aussi, le paysage fédéral du pays n'aide pas, hein, puisque maintenant, avant, on avait la justice était aux mains du fédéral, maintenant tout est éclaté. On parle il y a tout ce qui est justice administrative, hein, tout ce qui est les sanctions administratives qui se développent entre les mains des régions, des communes, des provinces, etc. Donc, il est grand temps d'engager plus d'informaticiens, effectivement, pour aider. Dernière question. Oui, bonjour. Ma question va peut-être pas paraître très claire, mais je pense qu'à un moment, quand vous avez parlé des problèmes de l'informatisation, vous n'avez pas parlé d'un problème d'impartialité, enfin, une atteinte à l'impartialité peut-être ? Si. Si, j'avais pas très bien compris au fait le lien entre les deux. Mais le juge qui travaille, le magistrat qui travaille, mais il travaille en général pas tout seul, il travaille avec des greffiers, avec des assistants, etc. Mais quand il travaille sur un dossier, il va faire de la recherche juridique, donc il va rentrer des mots-clés dans des moteurs de recherche, etc. Et toute la structuration des bases de données, le choix des mots-clés, le choix des poids de droit qu'on va garder dans ces bases de données, soit on a des données complètement plates, où tout se vaut, mais alors comment est-ce qu'on fait pour chercher ? Soit on la structure quand même un petit peu pour avoir des usages en interne qui vont permettre de respecter une jurisprudence locale ou des usages locaux du droit. À partir de là, si ces données sont structurées avec des personnes en interne qui n'appartiennent qu'aux tribunaux, qui utilisent des outils développés, conçus par les tribunaux, gérés par les tribunaux, ça ne pose pas de problème, a priori. Mais une fois que c'est conçu, géré, développé en partenariat avec des acteurs privés, là, on peut avoir de vrais problèmes en termes de neutralité de l'outil et donc d'impartialité des décisions. C'est ce qui s'est passé dans de nombreux cas à l'étranger, mais alors, des cas les plus souvent cités, c'est le cas Compass aux États-Unis, où l'entreprise privée qui avait conçu, développé et qui gérait l'outil l'entretenait de manière telle à ce que l'outil n'était pas neutre et était impacté par de nombreux biais. Voilà. Je vais reprendre la parole maintenant pour clôturer. Il me reste une petite chose à faire, bien entendu, c'est remercier nos orateurs. Alors pour ça, vous savez qu'Amnesty est toujours généreux, avec les moyens du bord.
Donc un petit sachet à chacun. Je crois qu'on peut les remercier chaleureusement pour leurs interventions. Alors, je dois vous demander de ne pas toucher aux tablettes qui vont être désinfectées, de ne pas vous attarder dans l'auditoire pour qu'on puisse justement faire ce travail. Il y a maintenant un quart d'heure de pause. Vous aurez l'occasion de reposer peut-être une question plus directement à nos orateurs. Prochain rendez-vous, 11h15, dans les carrefours où vous êtes inscrits. Et merci pour votre participation et bonne journée à tous et à toutes. Bon courage. Bah, bon courage pour tout le travail logistique. On allait dire, j'aurais dû prendre une photo pour savoir où ils se sont assis. Bah oui, ouais. Bah, vous pouvez... Bah oui, bah oui. Mais le programme est magnifique. Pas même trop beau. Parce que c'est bien de devoir poser un atelier. Oui, Merci encore. Merci à vous. C'est nickel. C'est trop bien. C'est pour vous faire revenir. C'est pour ça. Oui. Bon courage. Oui, bonne journée. Oui. Ceci, c'est pour le modérateur aussi, ça? Non, en fait, j'en ai mis 6. Mais je ne sais pas à qui je dois donner, je suis désolée. Non, mais il y a plus que un. Oui, mais en fait, il y en a 3 qui doivent encore arriver. Ah oui, ça va. Alors, c'est pour les 3 carrefours des 6 invités, donc ça va. C'est bon, c'était juste. C'est bon, c'est juste. Bonjour. Excusez-moi. Attention au masque si vous voulez. Ah oui, parce que là, c'est tout le temps changement. Permet de le rappeler parce qu'on est tenu par les règles. Oui, moi j'arrive, j'ai fait un bisou à quelqu'un. Ah oui, non, c'est... J'allais en vacances en Italie, il n'y avait pas de problème de masque. Ah oui, mais ici... Le lieu où j'étais. Il faut se réhabituer. Oui. Voilà. Bon, merci pour le boulot. Merci beaucoup. On vous revoit tout à l'heure? Non, moi, comme modérateur, j'ai fini. Mais Ah voilà, bon, je peux vous croiser encore. Merci beaucoup en tout cas. Excusez-moi de vous déranger. Je suis Yesses. Est-ce que je peux venir désinfecter les surfaces? Ah oui, avec plaisir, comme ça je ne suis pas toute seule à le faire. Toi tu fais la... Excusez-moi, vous faites le bureau là en bas et sur toutes les tablettes ou pas? J'ai 3 auditoires à faire, donc je vais faire au plus vite parce que je n'ai que 15 minutes par auditoire. Oui, c'est ça. Pour les C'est 3. parce que je vous aide ici, c'est juste pour savoir quel est ce que vous allez faire, comme ça on se répartit les tâches. D'accord. Vous avez commencé par où, madame? Là, il n'y avait personne.
au-dessus maintenant. Et si vous voulez, vous remontez au-dessus de moi. Ça va, super. Et vous avez le droit de me tutoyer. J'ai vu votre hésitation. Désolée, mais oui, j'ai fait ça spontanément. Entre collègues, on fait comme ça, mais j'ai pas pensé tout de suite. Je vous en faites pas. Vous êtes professeur ici? Ah non, pas du tout, je travaille pour Amnesty qui veut organiser Amnesty International, la défense des droits humains, qui organiser les conférences. Et donc, au secours, au secours! Et ils sont là derrière, vous avez là. Quoi? Les sacs à dos, ils sont là derrière. T'as remis les nouveaux? Non. Vous avez cherché les autres? Oui. Donc moi j'en avais 3, j'en ai déjà donné 2. Donc Ouais, j'en ai toi, encore c'est besoin six. de 3 en plus de celui-là. Vous êtes déjà de retour, vous ne faites pas de pause. Vous aimez trop bien l'amphithéâtre 2, c'est pour ça. Il y a eu des personnes juste au-dessus. Non, je crois que vous allez pouvoir vous arrêter. Il y a un monsieur là-bas, tout en haut à gauche. D'accord. Et vous pouvez y aller. Hein. Moi, je crois que je me souviens plus ou moins. Vous avez déjà, il y a encore quelques personnes. Si vous avez des autres amphis à faire, allez-y. Bah, je ne vais pas vous laisser faire mon travail. On m'a dit que c'était ma part. Ah oui, d'accord. Ne vous inquiétez pas. Ah bah c'est super gentil, merci. Mais vous aurez de l'aide aussi Dans les... quand vous allez aller dans les autres, demandez ce qui a déjà été fait parce qu'il y a d'autres personnes désignées comme moi pour le faire aussi. La cage de porte est faite. Ah oui, donc vous avez fait la planche là et les autres aussi déjà ou pas? Je vais faire les deux du bas. Ok, moi je fais celle-ci. Ça va super.